Je vous remercie beaucoup d'être présent et présente en présentiel et puis aussi en ligne pour je crois que c'est la troisième séance du séminaire général pour l'année universitaire 2024-2025. Alors, cet après-midi, c'est moi qui parle, mais je tiens à dire que je me fais la porte-parole d'Aya qui copilote le séminaire avec moi. On est toutes les deux ravies d'organiser cette troisième séance. Et je le rappelle, mais très vite, hein, mais voilà, l'idée, c'est qu'on soit un peu entre nous, entre membres du LAM, pour discuter de nos travaux, choses dont finalement on parle assez peu. Et donc aujourd'hui, c'est au tour de René Otaïek, figure éminente du labo, on peut le dire. Ah si, c'est ce que j'ai dit un peu de toi, Michel, qui est là aussi. Mais moi, c'était justifié. Non, c'est tout. C'est ce que j'allais dire. C'est bien ce que je pensais. Non, mais il y a des points communs parce que vous avez été des figures vraiment très importantes du lab puisque vous l'avez co-dirigé d'ailleurs ensemble pendant de longues années. C'est un calvaire pour moi d'ailleurs. Alors, justement, c'était une époque que j'ai connue en partie. Donc, non, une belle époque. Et puis, ce qui est vraiment chouette avec tous les deux, c'est que voilà, vous êtes ce qu'on appelle des retraités, alors, parce que bon, c'est bien ça, mais vous êtes toujours actifs et vous alimentez toujours voilà, les réflexions, la vie du labo et puis aussi ces réflexions. Et j'avais dit lors du séminaire autour du dernier rencontre sur la colonialité de Michel, que Michel faisait quelque part un peu un pas de côté par rapport à ses travaux habituels. Et peut-être que René, c'est pas tout à fait, on peut pas exactement dire la même chose de ce livre-là, puisque c'est ton troisième pas de côté, je sais pas, puisque tu as publié avant celui-là deux romans, donc tu multiplies les pas de côté finalement depuis quelques années. Donc, c'est Aya qui l'écrit. Hein, je reprends ses propos parce que c'est. Alors, moi, je vous le montre comme ça. Son ouvrage, pour ceux qui sont en ligne, est-ce qu'on le voit? Voilà, comme ça. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas strictement scientifique, disons, mais tu le présenteras bien mieux que moi, bien sûr. Hein, mais voilà, tu montres dans cet ouvrage hein, qu'on peut continuer à essayer, en tout cas, peut-être plus que nous qui sommes vraiment dans le bain tout le temps, mais d'essayer d'aller toucher d'autres publics, voilà, par l'expérience qui est la tienne. Et donc, Aya, elle voulait reprendre la formule de Pierre Blanc. Pierre Blanc, mon collègue qui a recensé ton ouvrage, hein, il écrit « René reprend le chemin du passé pour souligner certains de nos égarements du présent ». Et donc, dans cet ouvrage, effectivement, hein, outre une introduction effectivement qui est très plaisante à lire parce qu'elle explique bien effectivement ce que c'est que le Levant, qu'est-ce que ça veut dire, le féminisme, bon, voilà, qui définit tout un tas de termes, et ben, tu vas dresser 16 portraits qui sont autant un panorama des luttes pour l'émancipation des femmes voilà, de la fin du 19e siècle à aujourd'hui, avec deux grandes périodes. Et tu vas nous emmener de l'Irak à l'Égypte, on va aussi passer par la Syrie et la Palestine historique. Nos deux discutantes le diront bien plus avant, mais c'est vrai que ce sont des portraits qui nous montrent la diversité énorme en fait, et surtout l'activité intellectuelle très forte de cette période qui est très certainement méconnue. Bref, donc je ne vais pas parler trop. On a le plaisir d'avoir deux discutantes avec nous. Donc, Elisabeth Hoffmann, hein, tu es maîtresse de conférence à Bordeaux-Montaigne. Tu es chercheur au LAM. Tu travailles, tu es spécialiste hein, des questions de genre et de doctorante chez nous, sous la direction de Jean-Noël Ferrier, et tu travailles sur les mobilisations panafricanistes contemporaines au Maroc. Voilà. Donc, je précise hein, que l'idée aussi, comme c'est l'idée c'est de discuter entre nous, ça ne veut pas dire qu'on est des spécialistes de la question, mais qu'on s'y intéresse au moins de loin. Voilà, donc comme d'habitude, 4 temps en fait pour le séminaire général. D'abord l'auteur
que tu es, René. On te donnera la parole pour 15-20 minutes pour expliquer peut-être aussi l'histoire de l'ouvrage, plus que son résumé. Ensuite, Isée, tu auras 20 minutes, enfin une vingtaine de minutes. Elisabeth, toi aussi. René, quelques minutes pour répondre. Et puis ensuite, on discutera tous ensemble. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci de cette présentation, Rosane. Merci également, merci à Aya pour avoir co-organisé ce séminaire et donc m'avoir donné la possibilité de présenter mon livre devant vous. Alors, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, que ce soit en France ou ailleurs, notamment au Liban. Mais c'est la première fois que je le présente véritablement devant des pairs et ça change tout. Pour moi, c'est au moins aussi important, voire même plus que toutes les autres présentations. Donc, c'est dire si j'attends vos questionnements, vos commentaires, vos critiques éventuellement avec intérêt et une certaine impatience même. Autre chose que je voulais dire, mais Rosane l'a déjà évoqué, je ne suis pas un spécialiste des questions de genre. Pour que les choses soient très claires. Et je n'ai pas la prétention de l'être non plus après avoir terminé ce bouquin. J'ai eu, je pense, une longue carrière universitaire. J'ai travaillé sur un certain nombre de thèmes, de sujets, de pays, mais je n'ai jamais abordé véritablement la question des études de genre. Même si, bien évidemment, il m'est arrivé, je me suis intéressé aux travaux de collègues qui, eux, sont de véritables spécialistes. Et il y a sans doute dans cette salle des spécialistes beaucoup plus qualifiés que moi pour parler de questions liées au féminisme. Alors pourquoi quelqu'un, un béotien comme moi, finalement, se jette à l'eau d'une certaine façon, prend le risque peut-être de se prendre des baffes, en parlant d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi avoir écrit ce livre sur les féministes arabes du Levant? Alors, comme je l'écris en introduction du bouquin, il y a une double insatisfaction à l'origine de ce livre. Deux insatisfactions qui se recoupent très largement et qui finalement sont au miroir l'une de l'autre. La première insatisfaction, elle découle ou elle est, je dirais, générée par le malaise que, comme ici présent, sans doute ailleurs, ressentent, je dirais, en écoutant, en regardant, en suivant nos débats, j'allais dire nos polémiques françaises, franco-françaises ou franco-européennes ou franco-occidentales sur les musulmans, sur l'islam, sur la femme musulmane, et toutes les polémiques qui surgissent de manière récurrente, qu'il s'agisse du voile, bien évidemment, ça traverse l'histoire de la France depuis des décennies. La nourriture halal dans les cantines universitaires, la question de la laïcité, les soi-disant manquements ou pas à la laïcité, et puis évidemment la dernière en date des polémiques à laquelle nous avons eu droit, c'était la abaya. Est-ce que c'est un symbole religieux? Est-ce que c'est pas un symbole religieux? Tout ça pour dire que tous ces débats renvoient directement ou indirectement à l'idée que la femme arabe ou musulmane, je précise toujours moi arabe ou musulmane, parce que quand on dit arabe, ça peut être également arabe chrétien, bien évidemment. Et donc, que la femme arabe ou musulmane ne peut être que soumise, ne peut être que cloîtrée, ne peut être que dominée, qu'elle l'a été historiquement de tout temps et que dans 100 ans, ce sera encore la même chose. Et que donc cette femme serait uniquement vouée à procréer, à s'occuper de sa petite famille et à élever ses enfants sous le regard plus ou moins bienveillant de son époux. Donc ça, c'est la première insatisfaction. La seconde insatisfaction,
dont je répète qu'elle est au miroir, elle se reflète, qu'elle est au miroir de la première, c'est, je dirais, toutes les évolutions que j'ai pu observer comme chercheur, mais également comme, je dirais, comme simple citoyen, évolution dans les sociétés arabes et musulmanes, et qui, là aussi, sont profondément marquées par la diffusion de modèles religieux d'inspiration sunnite ou chiite, je dirais, très fondamentalistes. Ça se traduit dans les manières de pratiquer la religion, dans les codes vestimentaires, dans le port du voile également, voire même le niqab, voire même la burqa, qui est quelque chose qui était totalement inconnu. Moi, qui ai grandi dans un pays arabe, multiculturel, c'est vrai que dans mon adolescence, quand on croisait une femme voilée, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne dis pas que ça n'existait pas, bien évidemment, mais on semblait s'acheminer, je dirais, selon j'allais dire presque les prescriptions des théories de la modernisation, on semblait s'acheminer vers une forme de sécularisation qui verrait inéluctablement les femmes abandonner le voile. C'est comme ça, je ne porte aucun jugement là-dessus. Aujourd'hui, quand j'arrive à Beyrouth, quand je débarque à l'aéroport de Beyrouth, etc., la première chose qui saute aux yeux, mais de n'importe quel observateur, c'est la récurrence du voile. Hein, la récurrence du voile, voire même la tenue complète, non seulement le hijab, mais également le niqab. Voilà, les yeux sont... Donc là aussi, si vous voulez, pour moi, il y a une insatisfaction. Pourquoi? Parce que cela donne le sentiment que les sociétés arabes et musulmanes ont connu ça de tout le temps, ce phénomène-là d'invisibilisation de la femme, et qu'il n'y aurait pas eu dans cette histoire, dans l'histoire de ces sociétés-là, des moments, des séquences, des figures, des mouvements qui ont incarné une volonté précisément d'élargir les droits des femmes, d'émanciper les femmes, et donc de donner un autre statut à la femme au sein de la société. Donc pour moi, il y a là, si vous voulez, me semble-t-il, à la fois, alors on peut appeler ça peut-être une amnésie collective, on appelle ça une amnésie collective quelque part, ou une forme d'ignorance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas non plus leur histoire. C'est un constat tout simplement. Et donc, voilà, j'en ai eu un peu marre, pour parler un peu trivialement, je dirais, de ces représentations, de ces discours. J'ai donc eu envie de remettre, de contribuer modestement à remettre un peu les choses à leur place en justement donc écrivant ce bouquin qui se veut à la fois un rappel historique, précisément pour aller à l'encontre de cette amnésie collective, mais qui est également un hommage à ces 16 femmes qui se sont battues, et on verra comment, dans des conditions extraordinairement difficiles, comme cela reste toujours le cas aujourd'hui. Alors, je ne suis pas spécialiste des questions de genre, tu l'as bien dit, Rosen. C'est un livre grand public. Je l'assume en tant que tel. Je n'ai pas la prétention, et je ne pourrais pas écrire un livre savant sur le féminisme. Ce n'était pas mon propos. J'ai voulu donc voilà faire très modestement, encore une fois, un peu œuvre utile, et je dirais rappeler un certain nombre de choses. Et lorsque, alors, ça a été souvent le cas à Beyrouth, notamment où je l'ai présenté à plusieurs reprises, lorsque il y a des hommes ou des femmes qui viennent me voir à la fin de la conférence pour me dire, mais on se doutait pas que ces femmes ont jamais existé, on n'a jamais entendu parler d'elles. Donc je me dis, quelque part, ça n'a pas été totalement inutile. Hein, ce qui, bien évidemment, encore une fois, ne préjuge en rien de l'intérêt scientifique de ce bouquin. Cela dit, parce qu'il a bien fallu que je
trouve des sources, que je mobilise des sources. Je mobilise également des sources scientifiques, un certain nombre d'auteurs en particulier, mais également d'auteurs. Je les ai lus, je les mobilise et ça a été extrêmement utile à ma propre réflexion. À cet égard, d'ailleurs, je voudrais dire que ce livre a été également pour moi une aventure intellectuelle. Ça a été une aventure intellectuelle au sens où j'ai été amené à découvrir un univers féministe dont je ne soupçonnais pas l'existence, et pour cause. Je n'ai jamais travaillé sur ces questions-là. Et donc, au gré ou au hasard de mes recherches sur Internet, des recherches documentaires, livresques, etc., j'ai donc été frappé par le foisonnement de travaux de toutes sortes sur le féminisme, sur les questions de genre, sur le statut des femmes dans les sociétés arabes ou musulmanes. J'ai été particulièrement frappé notamment par l'extraordinaire floraison de sites féministes sur Internet. C'est extraordinaire. Je veux dire, là, pour moi, ça a été une sorte de feu d'artifice, quoi. Alors, bien évidemment, il y a de tout dans ces sites-là. Sur ces sites-là, il y a des choses intéressantes, et puis il y en a qui sont beaucoup moins intéressants et alors, là, ça a été une difficulté qu'il a fallu surmonter à travers des recherches très, très, très patientes pour recouper l'information, etc. Parfois, l'information livrée n'était pas d'une totale fiabilité. Et donc, il a fallu voilà, que j'aille à la pêche pour essayer de m'assurer de la véracité ou de la fiabilité des éléments de biographie qui étaient livrés sur telle ou telle des femmes dont je dresse le portrait. Alors, ces femmes, tu l'as dit, elles sont au nombre de 16. 8 sont chrétiennes, 8 sont musulmanes. Je précise, c'est pas du tout par respect pour le modèle multiculturel libanais, multiconfessionnel. C'est comme ça, c'est purement le hasard qui a fait que, bon, ben, à l'arrivée, il y en avait 8 chrétiennes, 8 musulmanes. Sachant également que ces 16 portraits n'épuisent pas, je dirais, la diversité des figures féministes. Je suis conscient que j'ai laissé de côté peut-être des figures qui auraient mérité que j'embrosse le portrait dans ce livre. Si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas par paresse ou peut-être, quoique l'inconscient. Non, si je ne l'ai pas fait, c'est que j'étais tributaire d'informations secondaires, puisque je parle là, je dirais, sur les 16 figures présentes dans le livre, il y en a une seule qui est aujourd'hui encore en vie. C'est Maï Masri, la cinéaste palestinienne. Toutes les autres ne sont plus de ce monde. Et donc, et toutes celles que je laisse de côté dans le livre appartiennent également, je dirais, au passé, même si leur héritage est encore extrêmement présent. Mais qu'on ne cherche pas l'exhaustivité. Là aussi, je l'assume, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin que là où je suis allé. Alors peut-être que j'ai manqué un peu de souffle et que vous me direz peut-être qu'il y avait moyen de, voilà. Non-exhaustivité également, dans la mesure où géographiquement, mon champ de recherche est circonscrit. Tu l'as dit, c'est le Levant. Alors bon, le Levant, c'est un peu une marotte intellectuelle et identitaire, mais bon, ça c'est autre chose. Mais pourquoi le Levant? Je veux dire, ça se justifie dans le livre, dans la mesure où alors le Levant, c'est cette région qui regroupe la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine historique, une partie de l'Irak et l'Égypte. Alors le géographe qui est à ma gauche a sans doute sursauté quand j'ai dit l'Égypte, parce que l'Égypte, géographiquement, ne fait pas partie du Levant, mais j'ai choisi malgré tout d'intégrer l'Égypte à ma conception du Levant,
D'abord parce que l'Égypte, historiquement, politiquement, a toujours été tournée davantage vers le Levant que vers la péninsule arabique ou vers. C'est pas par hasard que l'on disait de l'Égypte qu'elle était le cœur battant du monde arabe. Donc c'est vraiment, je dirais, le pays métropole, le pays capital du monde arabe. Et d'autre part, l'Égypte a joué un rôle pionnier considérable dans le développement du féminisme dans le monde arabe et singulièrement au Levant. On ne peut pas parler du féminisme si on ne met pas en avant le rôle de l'Égypte. Donc voilà, si vous voulez, un peu le Levant que j'ai choisi de mettre en avant, ce qui m'a amené à laisser de côté, là aussi, la péninsule arabique, par exemple. Je suis certain qu'il y aurait eu des choses à dire et des figures féministes à évoquer à propos de la péninsule arabique. Et puis, bien évidemment, il y a le Maghreb. On ne saurait oublier que le Maghreb, les sociétés maghrébines ont produit des figures, des mouvements féministes extrêmement puissants, extrêmement forts. Encore aujourd'hui, je dirais à propos, dans la foulée de ce qu'on a appelé les printemps arabes, on a bien vu que certains mouvements de femmes et des femmes avaient joué un rôle tout à fait considérable dans ces mouvements-là. Donc, moi, je laisse de côté volontairement, d'abord parce que je n'avais peut-être pas les outils pour aller beaucoup plus loin, et puis parce que déjà, parler des figures féministes au Levant, ça représentait, je dirais, une tâche relativement lourde. Alors peut-être un prochain bouquin, je n'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant, je me suis arrêté là. La temporalité maintenant. Quelle est la période historique qui m'intéresse? Alors, c'est celle qui va de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une période relativement longue. Alors, je dis la seconde moitié du 19e siècle. Si on voulait être un peu plus précis, on pourrait dire que c'est même le début du 19e siècle, sachant que l'on peut faire remonter, je dirais, le processus de modernisation du Levant à l'expédition de Bonaparte en Égypte entre 1798 et 1802. Non pas que Bonaparte ait été un, mais Bonaparte a apporté avec lui, je dirais, a amené avec lui des savants, des géographes, des linguistes, etc. Et que surtout, il a laissé derrière lui, alors c'était un champ de ruines, l'Égypte, mais ce champ de ruines a été, je dirais, remis en place par Mohammed Ali, Mehmet Ali, qui était donc gouverneur de l'Égypte après le départ de Bonaparte, nommé par la Supreme Porte, et que Mohammed Ali a lancé un processus de modernisation de l'Égypte qui a donné un élan à l'Égypte et qui s'est poursuivi tout au long du 19e siècle. Donc, on pourrait faire remonter l'ébauche de cette modernité-là à l'avènement de Mohammed Ali au début du 19e siècle. Mais la seconde moitié du 19e siècle est importante en ceci que elle représente le point de départ et l'apogée de ce qu'on appelait la Nahda, c'est-à-dire, on peut traduire ça par renaissance ou éveil en arabe. La Nahda, qu'est-ce que c'est? Une dynamique culturelle, intellectuelle, politique également, qui voit le Levant, mais également les autres parties du monde arabe, et en particulier le Maghreb, entrer dans un processus de modernisation accélérée. Et au Levant, où cette dynamique a été particulièrement forte, notamment en Égypte, cette dynamique, elle a créé, je dirais, un climat, elle a créé des conditions qui ont fait que les débats autour du statut, de la place de la femme dans la société ont pu se développer quasiment sans entrave. Et ce climat a permis également à des femmes de s'exprimer dans l'espace public, d'intégrer l'espace public, alors qu'elles en étaient quasiment exclues.
Et donc, pour moi, cette période de la Narda, elle a été extrêmement importante de ce point de vue-là. On pourrait d'ailleurs s'interroger pourquoi, comment cette Narda, ben, finalement, d'une certaine manière, elle a avorté. Pourquoi y a-t-il eu, je dirais, ce coup d'arrêt qui s'est produit, je dirais, à partir des années 1920-1930 dans le monde arabe. Il y aurait sans doute beaucoup de, 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 de paramètres et de pistes de réflexion là-dessus. Ce n'était pas mon objet, mais voilà, je tiens simplement à le signaler. Une dernière chose pour dire que, à propos de cette Narda, on prétend souvent que le monde arabe n'a pas connu son siècle des Lumières, qu'il n'a pas connu le moment Voltaire. Je dis, moi, que la Narda a été le moment Voltaire du monde arabe. Pourquoi? Parce qu'en particulier, la question de la religion pouvait être discutée dans, je dirais, dans le cadre d'une liberté d'expression, d'une liberté de parole et d'une liberté de pensée qui était certainement bien supérieure à ce que l'on peut observer aujourd'hui. Mais encore une fois, voilà, ce mouvement, à un moment donné, il a marqué un stop. Et du coup, donc, cette temporalité, elle détermine également, je dirais, un peu j'allais dire le plan du livre. C'est vrai que bon, il y a deux parties très Sciences Po, mais bon, on ne se refait pas. Hein. Ce que vous voulez, c'est comme ça. On est déterminé. Mais voilà, donc mon livre est divisé en deux parties, hein, chacune comportant 8 portraits. Donc il y a une première partie que j'intitule Les Dames de la Narda, c'est-à-dire ce sont véritablement les précurseurs, les pionnières. Et une seconde partie que j'appelle les héritières. Alors, je suis pas totalement satisfait, hein, je le dis très franchement, je suis pas totalement satisfait de. Mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Et puis en même temps, c'est vrai que quelque part, elles sont les continuatrices, ces héritières de la première vague, si l'on peut dire, incarnée donc par les dames de la Narda. Je tiens à préciser néanmoins que si je procédais à cette distinction entre les dames de la Narda et les héritières, cela ne veut absolument pas dire qu'il y a une sorte de coupure radicale qui fait qu'à un moment donné, on termine avec une période et que, hop, la seconde démarre. Au contraire, je dirais, il y a des espaces de recouvrement, il y a des figures qui sont à cheval sur les deux périodes. Hein. Mais voilà, donc un souci, je dirais, un peu didactique. Il m'a paru important de distinguer les deux périodes. Autre précision que je voudrais faire, alors depuis le début de mon intervention, je parle du féminisme au singulier. Je n'ignore pas, je n'en suis pas spécialiste, encore une fois, qu'il faudrait parler de féminisme au pluriel. Il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes. Je laisse également de côté, je dirais, la période la plus récente. Je reviens au printemps arabe, qui ont vu donc l'émergence d'une nouvelle génération de figures féministes. Ce n'était pas mon objet, mais bien évidemment, je n'ignore pas cette réalité-là. Alors, les portraits, bon, par la force des choses, quand on fait un portrait, ben, on individualise. Hein, on parle de l'individu, en l'occurrence des femmes. Alors, c'est vrai que j'aurais pu aussi faire le portrait de figures féministes masculines. Hein. Il y a en particulier un auteur égyptien, enfin turco-égyptien pour être plus précis, qui a été l'inspirateur de ces pionnières-là, c'est Qassem Amin. Hein, j'aurais pu effectivement faire le portrait de Qassem Amin, qui était un homme donc, qui a publié 2 ouvrages, qui étaient des ouvrages de référence pour ces femmes sur la libération de la femme, sur les droits des femmes. J'ai choisi de me concentrer donc sur des figures féminines. Mais quand on dit trajectoire individuelle, cela ne veut pas dire que ces femmes, ces militantes, on peut les appeler comme ça, je crois,
n'étaient pas inscrites dans des dynamiques collectives. Au contraire, enfin, pas toutes. Certaines, effectivement, sont sur des trajectoires purement individuelles. C'est le cas, par exemple, de Maïziadeh, la Libanaise, qui a d'ailleurs eu un destin extraordinairement riche, en même temps extraordinairement tragique. D'ailleurs, je titre le chapitre la concernant, si admirable, si tragique, parce qu'effectivement, elle a eu un destin tout à fait tragique. Mais d'autres, et en particulier Huda Sha'rawi, qui est considérée généralement comme, je dirais, la précurseur des précurseurs. Huda Sha'rawi a milité dans des cadres collectifs, elle a présidé des organisations de femmes en Égypte, elle était très profondément engagée dans les mouvements internationaux des femmes. Et d'ailleurs, Huda Sha'rawi, et c'est sans doute en cela qu'elle est la mieux connue, s'est découverte publiquement, elle a enlevé publiquement son hijab alors qu'elle revenait d'Italie avec plusieurs de ses compagnes où elles avaient participé à un congrès international de femmes. Donc ça veut bien dire que ces femmes, elles articulaient leur lutte, je dirais, sur voilà, des dynamiques collectives. Le dévoilement de Huda Sha'rawi, il a lieu en 1923. Hein, il a lieu en 1923, et donc dans les circonstances que je viens d'indiquer. Le second dévoilement collectif, il sera l'œuvre d'une Libanaise, Ambara Salam, qui est d'ailleurs l'arrière-grand-mère du président du Conseil actuel au Liban, celui qui vient d'être nommé pour former le nouveau gouvernement. Mais bon, je referme cette parenthèse-là. Et donc, Ambara Salam, elle se dévoile publiquement en 1927 alors qu'elle est en train de donner une conférence à l'université américaine de Beyrouth. Et ça va lui valoir d'ailleurs une campagne de haine parce qu'il faut savoir que les femmes qui avaient l'audace de se dévoiler publiquement faisaient l'objet de menaces, faisaient l'objet de violences, et en particulier une forme de représailles qui était particulièrement répandue, c'était de leur asperger le visage d'acide pour les punir justement de s'être dévoilés. Donc se dévoiler, c'était une vraie prise de risque. Hein, et donc j'évoque ces figures-là. Alors, je disais que ces femmes articulaient beaucoup d'entre elles, en tout cas articulaient leur démarche à des dynamiques collectives. Elles étaient connectées, si l'on peut dire, aux féministes en Europe, en Occident. Il y a par exemple le cas d'une figure libanaise, émigrée très jeune aux États-Unis. Elle a été mariée à l'âge de 13 ans par ses parents. C'était un mariage arrangé avec un Libanais qui avait émigré aux États-Unis, qui revenait dans son village pour épouser une native du village, comme cela se faisait beaucoup et comme cela continue de se faire. Et donc, elle a vécu toute sa vie aux États-Unis. Elle est morte jeune, d'ailleurs. Donc, on voit bien par là que les débats également du féminisme, je dirais des féminismes américains, étaient quelque chose qu'elle connaissait, dans lequel elles étaient impliquées. Cela, et c'est sur ça que je voudrais insister, cela néanmoins ne les empêchait pas d'être très attentives aux particularités d'ordre historique et sociologique de leur société. Pourquoi je dis ça? Parce que alors, les thèmes défendus par ces femmes, ce sont des thèmes récurrents, importants, le droit à l'éducation pour les filles, la lutte contre le mariage des enfants, l'accès au travail, l'égalité de salaire entre hommes et femmes, bref, je dirais
des thématiques, des revendications tout à fait importantes et qui sont encore d'actualité. Mais au-delà, je dirais, il y a, je dirais, on peut appeler ça peut-être des limites que ces femmes se sont, je dirais, données tout simplement parce que elles pensaient que leur société n'était pas en état de les entendre. Le rapport au corps en est un. Hein. Là où, me semble-t-il, les mouvements féministes occidentaux, européens en particulier, revendiquent pour la femme le droit à une maîtrise totale de son corps, pour ces femmes, pour beaucoup d'entre elles, c'est quelque chose qui était difficilement concevable. Les deux seules figures qui se sont, je dirais, hasardées à revendiquer la maîtrise du corps et donc, je dirais, la liberté du rapport sexuel, etc. C'est d'une part, donc, avec les noms, parfois je les oublie, excusez-moi, la Libanaise dont je parlais à l'instant, donc qui était émigrée aux États-Unis, je vais retrouver son nom, Afifa Karam. Voilà. Et puis l'autre, alors l'autre, la seconde, c'est une figure flamboyante. Elle fait partie de la deuxième génération. C'est l'Égyptienne qui est décédée aujourd'hui, depuis pas très longtemps d'ailleurs. C'est Nawal Saadawi. Nawal Saadawi, qui est, comme je le répète, une figure flamboyante. Elle était psychiatre de formation, elle avait fait de hautes études. Et puis, elle a publié un nombre considérable d'ouvrages, de travaux sur la liberté de la femme. Et elle fait partie donc des rares qui revendiquaient précisément la maîtrise de son corps. Et ce n'est pas un hasard si, comme j'intitule le chapitre la concernant, elle était la bête noire des islamistes. Parce je dirais, elle les prenait vraiment de front. Elle n'avait pas peur de le faire. Donc, tout ça pour dire que dès que l'on touchait à la question de l'intime, ces femmes, je dirais, avaient beaucoup de difficultés à se positionner clairement, tout comme il était difficile pour elles de se positionner contre, je dirais, le pouvoir religieux. Même si certaines l'ont fait, mais quand elles se sont positionnées sur des questions, je dirais, religieuses, ou en tout cas qui pouvaient toucher à la religion, comme par exemple le port du voile, comme par exemple le mariage des enfants, la question de l'héritage, etc., elles l'ont fait en évitant de s'en prendre directement au texte religieux lui-même, mais en s'en prenant aux hiérarchies religieuses, au pouvoir des ulama et des théologiens masculins. Et puis, et c'est peut-être deux dernières observations, peut-être je m'arrêterai là. Ce qui distingue également ces figures-là, c'est le fait que, pour la plupart d'entre elles, elles se sont exprimées dans un contexte bien particulier, qui les différencie, je dirais, de leurs homologues européennes. Cette situation, c'est la situation coloniale. Ce sont des féministes en situation coloniale. Alors, la colonialité pouvait prendre différentes formes. Alors, c'était soit le mandat, soit le protectorat, soit le colonialisme purement et simplement. Mais toujours est-il qu'elles ont toutes confrontées à la tutelle occidentale, à la tutelle européenne, et que donc, pour elles, la question nationale était une question indissociable de la question féminine. Elles ont mené leur combat de front. Si l'on prend par exemple le cas de Maria Ajami, syrienne, Maria Ajami, une femme extraordinaire, justement, je dirais, autant son combat était féministe, autant il était également nationaliste.
contre le mandat français en Syrie. Et puis, alors, cette question nationale, on aurait pu penser que elle serait épuisée avec les indépendances, l'accession à l'indépendance. Ça aurait pu être le cas s'il n'y avait pas eu la question de la Palestine. Et donc la question de la Palestine a représenté et représente toujours le nouveau combat nationaliste aujourd'hui. Et c'est là qu'on retrouve, dans une sorte de continuité, l'articulation entre combat féministe et combat nationaliste. C'était notamment le cas de la poétesse palestinienne extraordinaire Fadwa Tuqan, qui est morte il n'y a pas très très longtemps, qui était considérée comme le plus grand poète. Le masculin est exprès là. Le plus grand poète palestinien de son temps, et c'est le plus grand poète palestinien, celui qui est considéré comme le plus grand poète palestinien qui le dit. Et donc, Fadwa Tuqan a parfaitement articulé ce double combat, à la fois combat pour les droits des femmes en Palestine et dans les sociétés, dans les autres sociétés arabes, mais également combat nationaliste. Elle était de Naplouse, elle a vécu toute sa vie à Naplouse, donc en Cisjordanie occupée, et elle est morte à Naplouse. Et alors, juste une anecdote pour terminer, j'en arrêterai là. On dit que lorsque l'armée israélienne a conquis la Cisjordanie à l'issue de la guerre de juin 1967, elle a mis en place une administration militaire, etc. Moshe Dayan, donc, qui était ministre de la Défense, je crois, au moment de la guerre dite des 6 jours, a demandé à la rencontrer. Et donc, Fadwa Tuqan, qui était une femme libre dans le meilleur sens du terme et qui a toujours considéré que son combat n'était pas contre le peuple juif, mais contre l'occupation, a parfaitement accepté de rencontrer Moshe Dayan. Donc, il l'a reçu. Bon, ils ont discuté. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On ne le saura sans doute jamais puisqu'ils sont morts tous les deux. Mais on dit que Moshe Dayan aurait confié à ses adjoints après l'entrevue lire un poème de Fadwa Tuqan, c'est comme affronter 20 commandos palestiniens. Voilà, si vous voulez, je termine sur cette anecdote-là. Et bien évidemment, j'attends maintenant vos... Je vais un peu déborder. Oui, mais bon. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais adresser bien sûr mes remerciements chaleureux à l'équipe du séminaire général de m'avoir invité, donc Rodiane et Aya qui est en ligne, pour discuter de l'ouvrage de René Otaïek, dont la lecture, je dois dire, a été particulièrement enrichissante et j'espère vous expliquer pourquoi. Donc, avant de commencer cette discussion, je voudrais d'abord préciser en fait par quelle entrée je suis parvenue à l'ouvrage, c'est-à-dire d'où je parle. Et donc, je suis doctorante en sciences politiques, comme ça a été rappelé, et j'étudie le panafricanisme au Maroc depuis son indépendance en 1955-56 jusqu'à nos jours, en mobilisant notamment des méthodes propres à l'histoire. Et donc, j'explore notamment des archives institutionnelles et privées. Et je m'intéresse aussi d'ailleurs à des trajectoires de militantes panafricanistes marocaines. Donc, si le livre de René Otaïek m'a tant intéressée, c'est parce que je dois dire de manière un peu égoïste, j'ai trouvé qu'il entrait profondément en résonance avec mes intérêts et mes thématiques de recherche. Et donc, c'est pourquoi je vous propose une discussion justement à l'aune de ces intérêts de recherche un peu égoïstes, donc du livre de René Otaïek. Donc, je disais, ce livre est entré en résonance avec mes thématiques de recherche sur de nombreux plans. Et notamment, on pourrait parler de la société civile, un objet peut-être que nous avons en partage avec René. Mais je retiendrai
spécifiquement 2 plans qui constitueront donc les 2 axes de ma petite communication. Donc, j'aimerais d'abord parler de la question qui a été évoquée d'ailleurs dans la présentation de l'ouvrage, des articulations entre nationalisme et féminisme, sur laquelle je voudrais me pencher assez en profondeur. Et ensuite, je voudrais conclure brièvement sur une série d'interrogations que j'ai eues à l'aune de la lecture de l'ouvrage sur les approches, les méthodes et les sources à mobiliser quand on veut écrire une histoire des femmes. Et donc, je voudrais lire et discuter plutôt de l'ouvrage de René Otaïek en le mettant en regard des travaux pour une grande partie africanistes qui ont porté sur ces thématiques. Et une petite précision aussi avant de commencer, c'est que bien sûr, donc, il y a une diversité de portraits qui ont été présentés dans l'ouvrage, je préférais me concentrer particulièrement sur la première partie, sur la première génération de ces femmes, puisque militantes au 19e et 20e siècle, en situation coloniale, on voit particulièrement cette articulation entre nationalisme et féminisme, qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, voilà, je vais commencer donc justement à évoquer un peu ces articulations entre nationalisme et féminisme qui sont vraiment mises au cœur de l'ouvrage de René Otaïek. Et je voudrais déjà dire que ce livre donc m'a permis en fait de décentrer mes réflexions qui sont principalement ancrées sur le continent africain et dans sa diaspora, en faisant justement un pas de côté vers le Levant, une zone géographique que je ne connais vraiment pas très bien. Et donc, ce qui m'a permis de mieux saisir les embranchements, entre guillemets, entre féminisme et nationalisme. Donc, moi, j'avais commencé un peu à explorer ces imbrications entre questions de genre et de sexualité, dans lesquelles j'inclus le féminisme d'une part et le nationalisme de l'autre, à partir des mouvements panafricanistes, et plus particulièrement quand j'avais étudié ces mouvements à partir de la France, mais dont la ramification se situe aussi à l'international, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dite francophone en particulier. Et donc, je fais ce lien entre nationalisme et panafricanisme, et aussi panarabisme, puisque j'inclus dans cette grande catégorie de nationalisme la famille des pan-nationalismes, donc c'est-à-dire le pan-germanisme, le pan-italisme, le pan-slavisme, mais aussi donc le panarabisme et le panafricanisme. Donc, ce type de nationalisme qui promeut l'union d'une nation, mais qui dépasse les frontières nationales existantes. Et donc, en parlant de ces articulations entre féminisme et nationalisme, on ne peut que faire référence à la littérature sur les nationalismes sexuels, selon l'expression d'Alexandre Jaunet, d'Amélie Le Renard et d'Elisabeth Marteux. Et je pense que c'est une littérature à laquelle l'ouvrage de René Otaïek, bien qu'il soit un ouvrage grand public, contribue de manière importante. Donc ces travaux, en fait, avaient montré comment les questions de genre et de sexualité sont absolument essentielles pour cerner les nationalismes. Loin d'être des questions secondaires, elles ont souvent été mises au service de l'identité nationale que les nationalismes construisent et du projet politique aussi que ces nationalismes défendent. Et dans cette littérature, les nationalismes ont souvent été vus dans leur tension et leur conflictualité avec les féministes, parce que ces nationalismes ont eu tendance à réserver des places distinctes aux femmes en tant qu'épouses et en tant que mères. Et en plus, ils définissent souvent les citoyens sous le prisme de la masculinité, en désignant les femmes comme les agents reproducteurs de la nation, au sens tant biologique, culturel que symbolique. Pour schématiser, il y aurait les dignes fils qui sont désignés comme des citoyens actifs au service de la nation, tandis que les femmes sont associées dans le domaine symbolique à la mère patrie et dans le domaine pratique à leur rôle en tant qu'épouse et mère, devant reproduire et éduquer des citoyens principalement mâles. Et puis ensuite, il y a bien sûr les théories postcoloniales qui ont abordé ces réflexions à partir des féminismes, plutôt des nationalismes extra-occidentaux, donc avec par exemple Eleke Bomer, Partha Chatterjee et Anne McClintock,
et qui ont aussi expliqué comment ces nationalismes extra-occidentaux ont mobilisé les constructions de genre et de sexualité durant les luttes de libération et aussi post-indépendance. Et donc, je pense que l'ouvrage de René Otaïek entre en pleine résonance avec ses travaux, puisqu'il montre que du point de vue de ces femmes, comme cela a été rappelé durant la présentation, nationalisme et féminisme ne sont pas antithétiques. Ils sont même les deux faces d'une même pièce. Et donc, pour ces femmes, pour paraphraser Modibo Keïta, président du Mali de 1960 à 1968, l'égalité des sexes est la finalité de la lutte des forces de progrès, dans lesquelles, lutte de progrès, des forces de progrès dans lesquelles on peut inclure la lutte de libération nationale qui vise à obtenir la liberté pour les coloniser. Et pour ces femmes, en tout cas de ce que j'ai compris, le féminisme fait bien partie plus globalement de la NARDA, donc de renaissance intellectuelle et politique, qui visait à célébrer les spécificités culturelles de la nation arabe en promouvant des réformes progressistes sur l'éducation, dans le domaine scientifique, dans la politique, sur le plan social. Et donc, c'est dans ce contexte que René Otaïek nous parle de ces femmes qui vont fonder les bases de la presse féminine, ouvrir des salons littéraires et ainsi articuler nationalisme et féminisme en promouvant droits des femmes, mais aussi droits socio-économiques et indépendance nationale notamment. Mais ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que cela fait référence à un certain nombre d'autres militantismes féministes nationalistes dans le monde, et notamment par rapport au fait que si du point de vue de ces femmes, nationalisme et féminisme vont ensemble, il n'en demeure pas moins que l'articulation de ces deux luttes leur a posé des difficultés sur le plan pratique. Et donc, quand on regarde notamment la littérature sur les nationalismes et les féminismes ou les nationalismes féministes, notamment en Afrique de l'Ouest, à travers notamment les travaux de Pascal Barthélémy ou Sarah Panata, entre autres, on constate que il est souvent difficile pour ces femmes de trouver une place à part entière sur le plan national, dans les organisations nationalistes de leur pays. Et donc, c'est ce qui les motive à créer leurs propres organisations, puisque fonder une organisation proprement féminine permet à ces femmes d'exister politiquement dans un espace qui ne leur laisse que peu de place. Mais non seulement elles font face à un espace national plutôt contraint, mais également sur le plan international, elles font face à des espaces donc pan-nationalistes qui sont également contraints. Donc là, je fais référence au mouvement panarabiste et au mouvement panafricaniste en particulier, avec l'Organisation de l'Unité africaine et la Ligue arabe, qui comptent très peu de femmes dans leur instance dirigeante à ce moment-là. Et donc, ces militantes nationalistes féministes vont chercher à s'intégrer dans des organisations qui, elles, leur donnent un peu plus de place. Et donc, c'est les organisations féministes internationales ou organisations féminines internationales. Ces organisations-là vont leur permettre d'obtenir une plateforme par laquelle elles vont pouvoir exprimer leurs revendications et ainsi continuer leur combat. Et donc, c'est ce qu'explique René dans son ouvrage, notamment à partir du portrait de Houda Sha'rawi, qui, en dépit d'être présidente en 1920 du comité central des femmes du parti nationaliste égyptien WAFT, n'est pas consultée lorsque le parti négocie un accord avec les Britanniques. Le comité n'est pourtant pas uniquement engagé sur des questions féminines, sur les droits des femmes, bien que ce soit une question importante, mais il contribue de manière fondamentale à la lutte anticoloniale de manière plus large. Donc, René Otaïek, par exemple, parle du fait que ce comité est en charge de la collecte des fonds, de l'organisation de boycotts et de soutien aux grèves. Et donc, c'est face à ces conflits, à cette déception, que Houda Sha'rawi va consommer la rupture avec le parti nationaliste et va donc constituer l'Union féminine égyptienne en 1923. Et là, moi, cela m'a rappelé de nombreuses nationalistes et panafricanistes africaines, telles que la sud-africaine Charlotte Manier Maxeke, qui avait créé la Bantu's Women's League en 1913, face à l'impossibilité pour elle et d'autres femmes d'intégrer le Congrès national africain, l'ANC, qui interdisait la participation des femmes en son sein jusqu'en 1943.
Et c'est donc aussi ainsi que Huda Sha'rawi va intégrer les enceintes féministes régionales et internationales, donc je cite René, face à la difficulté donc d'intégrer le mouvement panarabiste et particulièrement donc la Ligue arabe. Mais ces femmes vont faire face à un autre problème, c'est que ces organisations féministes internationales sont, elles, dominées par des femmes occidentales qui ont du mal à prendre en compte les luttes nationalistes et aussi les spécificités de la condition féminine, entre guillemets, dans le sud global, pour le dire très rapidement. Et donc, là aussi, on le voit avec le portrait de Huda Sha'rawi, qui va s'éloigner finalement de l'Alliance internationale des femmes, une organisation dans laquelle elle avait joué un rôle important. Donc là aussi, ça m'a beaucoup rappelé les nationalistes ouest-africaines des années 50-60, dans notamment leur relation avec les organisations féminines internationales, telles que la Fédération démocratique internationale des femmes. Alors maintenant, je voulais passer à un deuxième point sur justement, encore une fois, ces articulations entre nationalistes et féministes, telles qu'on peut le voir avec l'ouvrage de René Otaïek. C'est la question plus particulière de l'articulation du féminisme à un certain pan nationaliste, c'est-à-dire le panarabisme. Et là, je pense que l'ouvrage de René Otaïek permet de revisiter le rôle de l'Égypte et plus particulièrement du Caire, non pas uniquement comme une plaque tournante des mouvements anticolonialistes, panarabistes, et on pourrait peut-être ajouter panafricanistes, comme on le sait globalement un petit peu, mais également comme une plaque tournante donc, pour les mouvements féministes. Et donc, dans cet ouvrage, on comprend que le mouvement féministe au Levant s'inscrit dans des réseaux transnationaux interconnectés et vient à s'articuler au mouvement panarabiste. Donc, c'est ainsi que René Otaïek rappelle qu'il y a eu l'organisation en 1944 et 1945 au Caire de la conférence féministe arabe, donc avec des délégations égyptiennes, libanaises, syriennes, transjordaniennes, irakiennes et palestiniennes, et qui va aboutir à la création de l'Union féminine arabe. Tu as dit la conférence féministe? Féministe, oui, si je ne me suis pas trompée en tout cas. Dès 1944, on emploie ce mot. 1900, oui, c'est selon la lecture de l'ouvrage. Et là, on constate que le mouvement féministe panarabiste est précurseur par rapport à d'autres mouvements féministes nationalistes dans d'autres territoires non occidentaux, entre guillemets. Et à titre d'exemple, encore une fois, j'ai un peu un biais ouest-africain, mais l'Union des femmes de l'Ouest africain a été créée suite à une conférence tenue à Bamako en juillet 1959. Donc, voilà, plus de 10 ans après. Donc, cette conférence qui avait connu la participation d'organisations de femmes de Guinée, du Sénégal, du Soudan français, donc actuel Mali, et du Dahomey, actuel Bénin. Donc, je pense que l'apport important de l'ouvrage de René Otaïek se voit particulièrement lorsqu'on constate la rareté des travaux qui portent sur deux thématiques. Tout d'abord, le militantisme féministe nationaliste et ensuite les œuvres de décolonisation en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Donc, bien sûr, des travaux récents ont permis de faire avancer tout de même la réflexion sur ces sujets-là, et notamment sur le militantisme féministe nationaliste. Donc, pour ne citer que cela, bien sûr, les travaux de Sarah Panata depuis l'Afrique de l'Ouest anglophone et de Pascal Barthélémy depuis l'Empire colonial français, et plus récemment aussi ceux d'Annette Joseph Gabriel, qui, à partir de plusieurs figures féminines, un peu sur le modèle du livre de René Otaïek, va réfléchir aux articulations entre féminisme noir et mouvement de décolonisation, particulièrement dans l'Empire français. Et donc, je pense que l'ouvrage de René Otaïek nous ouvre une nouvelle fenêtre depuis le Levant, à partir de laquelle il devient plus aisé de saisir, on va dire, la géographie de ces mouvements féministes nationalistes. On peut alors inscrire l'ouvrage dans la continuité de travaux qui ont revendiqué, selon les mots d'Annette Joseph Gabriel, la nécessité de changer de perspective pour en finir avec une approche centripète qui place Paris et d'autres capitales occidentales comme Londres, Lisbonne et New York au centre de l'engagement transnational et en privilégier une autre qui s'intéresserait à une plus vaste constellation de sites des mouvements anti-impériaux. Donc, c'est vrai que historiquement, on va dire de nombreux travaux ont porté sur les mouvements de libération à New York, à Paris, à Londres. Mais plus récemment,
c'est beaucoup plus récemment que des recherches ont pris Accra, Conakry, Dakar, Dar es Salaam ou Le Caire, entre autres, comme donc des hubs de décolonisation et de pensée révolutionnaire. Et là, je fais notamment référence au projet de recherche de nos collègues Étienne Smith, Ophélie Rion et Lara Berthaud autour de Dakar, ville refuge. Donc, je pense que cet ouvrage nous permet, à partir cette fois de Beyrouth, du Caire, d'Alexandrie, d'Alep et de Damas, de contribuer aussi à cette littérature qui me semble fondamentale pour saisir les mouvements de décolonisation. Et donc, un dernier point que je voudrais aborder, encore une fois, sur ces questions de nationalisme et de féminisme, c'est une question spécifique que j'ai eue en tête à la lecture de cet ouvrage. C'est finalement, est-ce que le féminisme au Levant est vraiment spécifique? Est-ce qu'il est vraiment spécifique par rapport à d'autres types de féminisme? Et bien sûr, René Otaïek nous l'a rappelé dans la présentation, qu'il y a vraiment une spécificité de ce combat avec des revendications spécifiques. Vraiment un combat qui s'est attaché à déconstruire la vision orientaliste des femmes arabes et ou musulmanes, qui seraient par nature soumises, avec notamment l'islam qui serait de tout temps et qui serait toujours oppresseur. Et d'ailleurs, on peut rappeler à ce titre ce qui m'a particulièrement marqué, comment ces femmes, notamment celles qui sont musulmanes, vont s'évertuer à remettre en cause les prérogatives attribuées aux femmes, notamment dans le domaine religieux. Et ça, c'est ce dont témoigne par exemple le portrait de Nabawiya Moussa, qui revendique la capacité des femmes à lire et interpréter le Coran. Mais au-delà de ces spécificités, j'ai eu la sensation que ce militantisme féministe du Levant ressemble beaucoup à d'autres militantismes féministes de cette époque, donc du 19e et du 20e siècle. Donc en Europe, en Amérique latine, en Asie, mais bon, bien sûr, encore une fois, puisque je suis un peu biaisée, en Afrique. Donc si on lit cet ouvrage, on a la sensation que beaucoup de ces féministes levantines ont une vision assez conservatrice sur le plan social et promeuvent, plutôt que l'égalité des sexes, la complémentarité de ces sexes. Et c'est ce qu'illustre le portrait de la Syrienne Maria Ajami, qui certes promeut les droits des femmes dans la sphère politique, mais reste, on pourrait dire, conservatrice sur le plan social. Donc, par exemple, la femme devrait rester pudique dans ses manières de se vêtir, a le devoir d'éduquer les enfants et doit adopter dans la vie maritale une place différenciée par rapport à son mari. Et donc, on voit que chez ces femmes, la promotion des droits des femmes en termes d'éducation, de droits politiques, de droits économiques, religieux, etc., n'est pas du tout antinomique de positions qui associent un peu plus les femmes à la sphère privée. Donc ça peut, comme ça, a priori, surprendre, mais j'ai eu l'impression qu'on pouvait mettre ça en perspective d'une tendance plus générale que l'on retrouve dans le féminisme à cette époque. Et ça m'a fait particulièrement penser au matérialisme, qui est un courant particulièrement important en Europe dans la première moitié du XXe siècle et qui a été diffusé par le catholicisme social, le socialisme et le communisme. Donc là, je vous renvoie notamment aux travaux de Pascal Barthélémy, qui en parle davantage. Donc cette idéologie promeut en fait la maternité comme critère distinctif de l'identité féminine. Mais c'est en vertu de ce principe-là que les femmes devraient avoir accès à la sphère publique. C'est-à-dire que, en d'autres termes, c'est l'idée que les femmes, ayant développé des capacités en tant que gestionnaires du foyer, en tant que ménagères, en tant qu'épouses, en tant que mères, elles auraient aussi également acquis des compétences qui leur permettent de jouer un rôle important dans la sphère publique. Et donc, c'est ainsi que le matérialisme respecte certaines normes patriarcales, comme les devoirs sociaux et familiaux des femmes en tant qu'épouses, en tant que mères, en tant que ménagères. Mais ce courant de pensée aussi propose des transformations absolument majeures pour l'époque en termes de statut socio-économique et politique des femmes. Et donc, j'ai eu l'impression qu'on pouvait inscrire l'ouvrage de René Otaïek dans une lignée de travaux universitaires qui ont aussi traité de ces questions
et notamment qui ont remis en cause l'idée selon laquelle les engagements de ces femmes seraient apolitiques seulement parce qu'ils portent parfois davantage sur la sphère privée, parce que ces femmes parleraient davantage du foyer, de la famille. Et je pense que justement, ces travaux et l'ouvrage de René Otaïek, je pense, peut s'inscrire dans la lignée de ces travaux, montrent que les femmes font de la politique depuis ces espaces, en parlant également de ces questions, et que du coup, elles participent également à remettre en cause les frontières entre privé et public, entre personnel et politique. Un dernier point avant de conclure. J'ai trouvé aussi intéressant que cet ouvrage montre la diversité des positionnements au sein du mouvement féministe levantin. Et un fait particulièrement intéressant à cet égard, c'est que les positions les plus conservatrices, entre guillemets, de ces femmes ne sont pas à trouver là où on pourrait les croire. Donc, René Otaïek nous parle notamment du fait que c'est les militantes plus instruites qui sont parfois plus conservatrices que celles qui sont issues d'un milieu plus modeste, comme l'illustre la trajectoire de la Libanaise Zainab Fawaz. Et à ce titre, j'aurais d'ailleurs éventuellement une question à poser à René. Je ne sais pas si je peux me permettre de poser déjà cette question. Donc, ma question, c'est que René écrit que ces positions conservatrices sont à mettre en lien avec le contexte de leur époque et que peut-être c'est aussi, ça constitue en fait des stratégies pour être plus audibles dans la société et peut-être encore davantage par rapport à leurs homologues masculins. Mais je me demandais si justement il y a ces différences de positionnement, comment on peut expliquer justement ces différences? Comment on peut expliquer que certaines ont des positions entre guillemets plus conservatrices que d'autres? Et je me demandais si on pourrait pas, cela n'aurait-il pas en fait à voir avec les dynamiques internes au sein du mouvement où il est utile de se positionner les unes par rapport aux autres, de se différencier et donc d'accéder plus facilement à des ressources sur le plan national et international. Et je me demandais aussi un peu dans la même veine, puisque l'ouvrage en fait insiste sur les circulations, les échanges, les dialogues entre ces différentes militantes, mais je me demandais qu'il en était aussi des concurrences, des rivalités et des conflits entre elles aussi donc sur ces questions. Donc maintenant pour conclure, j'aimerais aussi mettre en avant que cet ouvrage, en choisissant de se concentrer sur des portraits individuels de femmes, contribue aussi à des réflexions plus larges sur comment devrait-on écrire l'histoire des femmes. Et une question qui m'est venue quand j'ai lu cet ouvrage, c'est est-ce qu'il faudrait séparer en fait l'histoire des femmes de l'histoire dite dominante, en prenant le risque peut-être que cette dernière continue de présenter les hommes comme les principaux acteurs de l'histoire, que ce soit économique, sociale, politique, militante, mais en même temps, comment véritablement intégrer l'histoire des femmes à l'histoire dominante si les sources liées à l'histoire des femmes demeurent éparpillées, invisibilisées et quasi absentes des archives institutionnelles, qu'elles soient juridiques, politiques, militaires. Et là aussi, il y a de nombreux travaux qui nous ont permis de réfléchir sur ces questions, comme ceux de Michel Perrault en France, comme ceux de Louise White sur les femmes africaines pendant la période coloniale, ou encore Margot Bardan sur les activistes égyptiennes. Et ces chercheuses ont notamment proposé de repenser nos approches et la conception même des archives, en invitant à explorer des sources alternatives comme les correspondances privées, les journaux intimes, les récits oraux, les traces laissées dans la littérature populaire, les essais et les autobiographies. Et aussi à s'intéresser à travers la micro-histoire à comment des récits individuels et privés permettent de révéler des dynamiques historiques et politiques plus larges. Penser à partir de la perspective des vies des femmes rend étrange ce qui semblait familier. C'est ce que écrivait Donna Harding, pardon. Et je pense que c'est aussi ce que fait l'ouvrage de René Otaïek, qui, à travers ses divers portraits féminins, bouleverse les chronologies et les géographies et enrichit nos perspectives sur le féminisme, le nationalisme et le panarabisme au Levant. Merci beaucoup. Un grand merci, Isée.
bon, c'est à la fois difficile et facile d'intervenir après vous deux, parce que oui, beaucoup de choses en fait que j'allais aborder ont été déjà abordées. La présentation de René était excellente et les commentaires disaient très très riches. Donc bon, je vais rester plus brève, je pense, et aller sur des points qui n'ont pas encore été abordés. René, j'ai compté, on se connaît depuis 20 ans. À l'époque, tu étais donc directeur avec Michel en adjoint. On était du CEAN encore, hein, c'était pas encore le LAM. Moi, j'arrivais surtout parce que j'étais coordinatrice du réseau Genre en Action. J'ai pris la relève de Claudie Vouet et ce réseau était accueilli par le CEAN à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et en effet, compte tenu de ce que je savais de toi, je ne m'attendais pas du tout à ce livre. Et c'était une belle surprise de voir que je l'ai écrit sur... que j'ai la réputation d'être un affreux macho. Non, mais tu vois, je ne pensais pas que c'était dans tes centres d'intérêt. C'était pas... Chacun son jardin secret. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment une belle surprise. Et du coup, je suis aussi contente de pouvoir réagir un peu à ton ouvrage. Moi, j'ai beaucoup apprécié, comme je disais, hein, de le lire. Et au passage aussi, pour moi, vraiment de mieux comprendre déjà cette notion de levant et puis surtout aussi un peu le contexte historique de toute cette région, un contexte historique qui fait beaucoup écho à l'actualité, bien sûr, avec la Palestine dans les médias. Euh, j'ai beaucoup apprécié l'introduction, qui, notamment pour des personnes qui ne connaissent pas le Levant, est absolument euh, indispensable, je pense, et tu fais des rappels historiques, mais tu proposes aussi des liens avec l'actualité que tu as rappelé, hein, avec le printemps arabe, avec les visions très stéréotypées des femmes arabes en France, en Europe, encore aujourd'hui, et qui restent aussi en débat, qui sont assez allègrement instrumentalisées aussi à des fins assez différentes. Tu mets donc cette émergence des pionnières du féminisme levantin en lien avec la Narda, comme tu l'as rappelé. Hein, et en effet, c'est très intéressant de se rendre compte de cette dynamique modernisatrice qui existait à l'époque. Pour moi, c'était une découverte. En effet, je trouvais ça vraiment très riche et très intéressant. J'avais un peu des notions par rapport à l'Égypte, mais beaucoup moins par rapport au Levant dans son ensemble. Donc, en effet, tu as choisi la moitié des portraits pour cette période. Les 8 autres portraits sont liés à une période plus récente, comme tu l'expliques. Euh, et en effet, je trouvais ça intéressant. Tu t'es basé uniquement sur des ressources livresques, des publications, parfois aussi dans des journaux, etc. Donc, quelque part, c'était quand même des femmes qui avaient marqué d'une manière ou d'une autre déjà d'autres chercheurs ou journalistes, etc. Euh, les thèmes qui revenaient beaucoup en arrière-plan des portraits, c'était en effet l'engagement féministe, mais aussi anticolonial, donc l'exil, le nationalisme, lutte contre l'Empire ottoman, mais aussi contre d'autres types de pouvoirs locaux. Mais il y avait aussi un aspect clé pour moi dans ma lecture de ton ouvrage, et c'est peut-être un début de réponse à une des questions que disait, c'est les enjeux de classe aussi, hein, qui reviennent quand même aussi dans les portraits. Il y a des femmes plutôt aristocrates, il y a des femmes, il y en a une où on dit qu'elle est paysanne. Donc voilà, ça, je trouvais ça intéressant. En effet, c'est un enjeu toujours, hein, aussi dans l'intersectionnalité
Et puis, bon, le féminisme, l'approche genre, parfois, on tombe un peu dans une extrapolation où les femmes forment une masse homogène. Bien sûr, il y a certains universalismes dans les inégalités, dans les discriminations, dans les luttes, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a pas la femme, mais les femmes, hein, et les enjeux de classe sont un des facteurs déterminants pour toute cette diversité, finalement, aussi dans les féminismes et dans les luttes féministes. Euh, Concernant les enjeux de genre autour desquels ces femmes s'engagent et qui leur valent ce label féministe, qu'elles ne sont pas toujours assumées elles-mêmes, hein, certaines justement étaient plus sur d'autres. En tout cas, c'est pas forcément stipulé dans chaque portrait, mais on voit que oui, parfois ce terme peut être n'est pas forcément consensuel. Hein, ces enjeux sont assez universels, tu les as rappelés, René. L'éducation m'a particulièrement intéressée parce qu'en effet, c'est toujours un peu cette idée de dire euh, sans éducation, c'est beaucoup plus difficile de remettre en question un statu quo, d'être en mesure de défier aussi des normes sociales, des pouvoirs, etc. Et c'est intéressant aussi, hein, toujours avec cette articulation avec le nationalisme, on parle de l'éducation pour elle, mais aussi pour l'édification de la nation, par exemple. Parfois, c'est pas une fin en soi, mais voilà. Et puis, ça, oui, d'ailleurs, Huda Sharawi, elle cite euh, quel- un avis un peu généralisé à l'époque que l'éducation des femmes est non seulement inutile, mais même dangereuse et pour l'équilibre des familles et pour les bonnes mœurs. Donc voilà. Et ça a fait aussi écho pour moi à un article que j'ai lu dans le Monde de Diplo de janvier sur les femmes palestiniennes incarcérées qui avaient monté toute une initiative d'éducation dans les prisons. Et c'était assez intéressant. Bon, alphabétisation pour certaines, mais aussi lecture des textes marxistes, etc. Bon, pour certaines aussi, la lecture du Coran, mais voilà, cet enjeu de l'éducation reste quand même extrêmement important dans tous les contextes où euh, les femmes n'en jouissent pas et notamment aussi des contextes où la différence entre l'éducation des hommes et des femmes reste importante. Par exemple, en Afrique de l'Ouest où on a rattrapé un peu le retard, entre guillemets, on est arrivé vers une certaine, proche de la parité pour le primaire, mais pas pour le secondaire ou le supérieur. Et ça reste en effet un enjeu. Bon, tu as parlé du voile, en effet. Euh, C'était assez intéressant en effet de voir aussi qu'entre les différents portraits, il y en a qui se dévoilent ostentatoirement, tu l'as rappelé, mais aussi d'autres qui ont qui semblent avoir cette crainte d'épouser trop fortement les valeurs occidentales. Hein. Malak Ifni Nassif, j'ai compris son portrait un peu comme ça, qu'elle gardait le voile aussi pour se démarquer de normes sociales occidentales qui aussi étaient en conflit avec cette lutte contre les pouvoirs coloniaux. L'égalité de droit était aussi quand même un enjeu pour plusieurs, droit de vote par exemple pour Laure Mouressel, je ne sais pas si je le prononce bien. L'héritage, ça m'a intéressé aussi parce que ça reste quand même un enjeu important en Afrique de l'Ouest parce que la loi coutumière prend le dessus de la loi qui a priori prévoit une égalité, mais le Maroc, par exemple, a toujours une inégalité sur l'héritage dans la loi et en effet,
ça reste un enjeu en termes de mobilisation féministe. Parce que aussi, parfois, la justification qui est donnée, c'est que finalement, les femmes, ben, elles profitent de l'héritage que leur mari va toucher. Donc, c'est normal qu'elles n'héritent pas, par exemple, une partie des terres elles-mêmes. Donc, ce qui entretient un peu cette vision très stéréotypée que, de toute manière, les femmes sont à côté d'hommes et c'est à ce titre-là qu'elles sont valorisées. Oui, mariage d'enfants, polygamie, tu en as parlé. La répudiation aussi, lutte contre la répudiation est ressortie, et contre les crimes d'honneur, l'excision, violence basée sur le genre. On a quand même vu la palette qui correspond aux enjeux de l'époque, mais qui correspond aussi aux enjeux qu'on a en partie toujours aujourd'hui, hein. Donc, ce qui m'a marqué aussi, c'est en effet cette recherche d'un féminisme propre à ces femmes-là, aux sociétés de ces femmes-là. Euh, donc, en effet, il y avait cette question d'une voie plus conservatrice adoptée par certaines. Elles sont en lien avec leur classe sociale, peut-être. Mais il y avait aussi, selon ce que j'ai compris dans les portraits de René, pour certaines, un peu une question stratégique. On ne voulait pas trop frontalement heurter, donc voilà, on composait avec, on trouvait des compromis dans les revendications. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi toujours aujourd'hui dans les mouvements féministes africains, par exemple, que j'ai l'occasion de fréquenter, de dire, voilà, il y a certains combats, si on les met en avant, on perd toute crédibilité. Voilà, il y a des sujets qui peuvent fâcher. Je sais pas, par exemple, je pense à un entretien que j'ai fait avec une féministe sénégalaise qui m'a dit l'avortement, si je le mets ouvertement sur l'agenda, on peut plus lutter pour d'autres types de droits, comme l'éducation des filles. J'étais aussi intéressée par le rôle de la diaspora. Tu as parlé aussi d'Afifa Karam, parce qu'en effet, sur les féminismes, par ailleurs, en Afrique de l'Ouest, par exemple, que, comme je disais, je connais un peu plus, le rôle de la diaspora est quand même extrêmement important. Et aussi cette circulation de personnes qui ont été formées, socialisées ailleurs, qui reviennent, et ça, je pense aussi que ça reste quelque chose à prendre en compte en tous les cas. Quelques aspects qui ont attiré particulièrement mon attention. Nazik Al-Abid, par exemple, son portrait montre que, comme beaucoup d'autres qui sont dans le livre, elle publie. Beaucoup de ces femmes sont connues parce qu'elles écrivent. Euh, et ça, c'est en effet pas anodin. Bon, forcément dire qu'elles sont lettrées, mais surtout aussi, elles publient soit la poésie et ou oui, des manifestes ou des articles d'analyse, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez symptomatique pour beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, certaines publient sous un pseudonyme, hein, comme Nazik Al-Abid, qui publie sous un pseudonyme masculin parce qu'elle n'aurait pas été autorisée de publier autrement dans des revues. Et là, c'était intéressant toujours sur Nazik El-Abid. Elle vient d'une famille aristocratique, mais elle a complètement fait ce lien entre un combat pour les droits des femmes et un combat qui s'inscrit dans la lutte des classes. Elle a, par exemple, exigé de sa famille de manger à la même table que les domestiques. Elle demande de travailler dans des champs, dans les champs. Donc, ça, c'est intéressant aussi, comment ça s'articule euh, pour ce portrait-là. Nazik Al-Malaika met l'accent sur l'individu. Ça m'a semblé assez particulier aussi, hein, contre justement ses appartenances primordiales. Elle le met ou toi tu le mets entre guillemets, entre oui, guillemets, les appartenances donc tribales, claniques, religieuses qui
qui enferme finalement les femmes, tel que je le lis. Hein. Et finalement, elle dit l'individualisme c'est une affirmation de soi qui doit transcender ses appartenances primordiales. Ça, je trouvais ça assez intéressant aussi parce que c'est quand même aussi quelque chose qui est souvent mis un peu en opposition à l'individualisme à l'occidental et une approche plus collective et où c'est plus la communauté ou ouais, d'autres entités collectives qui sont déterminantes. J'ai aussi assez intéressée par Jocelyne Saab, donc relativement contemporaine, même si elle est déjà décédée, donc journaliste, cinéaste, documentariste et plasticienne du Liban, reporter de guerre. Et elle a fait plusieurs documentaires aussi sur les femmes palestiniennes, dont un d'ailleurs qui a été censuré et refusé par France 3 apparemment. Hein, et elle, je la trouvais, et son portrait, je le trouvais intéressant aussi parce que tu mets en avant qu'elle parle aussi du corps, de la sexualité, ce qui n'est pas forcément un sujet qui est partagé par les autres femmes qui ont fait l'objet du portrait. Nabawiya Moussa m'a intéressée aussi parce qu'elle était dans un rejet de toute féminité, hein, donc vêtements, bijoux, maquillage. Elle ne voulait pas rentrer là-dedans. Il y a même une expression qui a été utilisée à son égard, comme quoi elle cultivait une laideur voulue. Hein, et la photo, parce que chaque chapitre est précédé d'une photo hein, de la personne. Donc sa photo, là par exemple, hein, ça c'est pas elle, mais sa photo la montre en costard-cravate et voile, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, tu dis René qu'elle est en perpétuelle compétition. Moi ça m'a étonnée. Parce que le terme compétition sur les luttes pour l'égalité femmes-hommes, je trouve qu'il permet un peu ce glissement vers la crainte que les femmes demandent un renversement des rôles. Hein, au lieu que les hommes dominent les femmes, c'est les femmes qui doivent dominer les hommes. Donc, quelque part, compétition, je trouve que ça va un peu dans ce sens-là. Ce que tu décris, hein, à mon sens, ça relève plus des défiances. Hein. Tu expliques qu'elle luttait pour avoir le même salaire que ses collègues enseignants euh, et qu'elle affronte le directeur de la section arabe du ministère de l'Éducation parce qu'il dit que cette matière, cet enseignement est réservé aux hommes, etc. Je veux dire, elle demande vraiment l'égalité. C'est pas une question de compétition dans le sens je vais te dépasser ou je sais pas, ça m'a étonné le terme compétition. D'ailleurs, elle va tellement loin dans cette idée de vouloir être l'égale à l'homme qu'elle refuse de serrer la main des hommes, apparemment, selon l'anecdote que René a traduite, en disant elle venait de faire ses ablutions. Donc, elle retourne un peu la chose. Et oui, donc dans ce sens-là, pour son portrait à elle, je trouve qu'on est assez loin de cette complémentarité parce que justement, là, elle est vraiment sur une démarche très égalitariste, à mon sens. Mais en effet, il y a beaucoup de différentes cas de figure. Un dernier point sur un portrait précis, Marie Ajani. Tu expliques qu'elle ne se marie jamais, n'a pas d'enfant, comme beaucoup d'intellectuels de son époque d'ailleurs, hein, féministe ou pas, apparemment, selon ce que je comprends. Et là, tu fais un des rares commentaires qui m'ont dérangé, René. Tu m'as dit, elle oublie de vivre sa vie de femme. Je me suis dit, quand même. Et les hommes qui se marient pas et qui n'ont pas d'enfants. Bon, bref. Le sous-titre de ton livre, c'est Portrait de femmes libres. Et je me fais la réflexion à la fin de la lecture, je me suis fait la réflexion de dire elles ne sont pas toujours très libres. Hein. Certaines payent quand même
elles luttent pour la liberté, certes, mais certaines payent le prix fort quand même, hein, même avec les incarcérations, etc. Oui, une marginalisation assez forte qui peut aller très loin à certains moments. L'une qui est nourrie de force quand elle fait la grève de la faim. Et bon, des histoires assez dures. En tous les cas, bravo pour ce livre, René. Je suis vraiment enchantée parce que aussi, par le fait qu'il est fait pour le grand public, il est très accessible et il permet de découvrir ces portraits de féministes. Et comme tu le dis, je pense que ça contribue à vraiment déconstruire des stéréotypes sur les femmes arabes. Je parle au pluriel aussi par rapport à leur diversité. Et puis le singulier est toujours un peu essentialisant. Et aussi parce que c'est un retour vers l'histoire de cette région et cette région est toujours dans les actualités aujourd'hui et malheureusement pas pour valoriser les figures féministes. Merci.